Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans C'est la santé. Derrière nous, l'Hôtel-Dieu de Marseille, un ancien hôpital construit au XVIIIe siècle et transformé aujourd'hui en hôtel. Alors on est là un peu de manière exceptionnelle. On va parler des vaccins aujourd'hui. Est-ce que vous êtes à jour de vos vaccins? Nous sommes en pleine semaine européenne de la vaccination. C'est l'occasion de parler donc du nouveau calendrier vaccinal qui vient d'être lancé en 2013. Pourquoi se faire vacciner? À quel âge? Et quels sont les vaccins prioritaires à effectuer? On en parle dans cette émission avec le professeur Philippe Broucky, chef des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Nord de Marseille. Bonjour. Bonjour. Docteur Jean-Claude Franceschini, vous êtes pédiatre, membre de l'Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux, PACA. Bienvenue. Bonjour. Didier Seller, vous êtes le médecin responsable du centre de vaccination de Marseille. Bonjour. Alors pour commencer, déjà, la vaccination, qu'est-ce que c'est? Le but, c'est quoi? Protéger l'organisme, c'est ça, contre les infections? Exactement, la vaccination est quand même relativement ancienne et elle a pour but de protéger des maladies infectieuses qui se transmettent. Donc la plupart du temps, effectivement, comme la variole autrefois ou la grippe plus récemment. Alors malgré les progrès réalisés dans la lutte contre les maladies infectieuses, la couverture vaccinale est encore insuffisante dans la région, Didier Seller? Alors, dans la région, on est à peu près dans la moyenne nationale, mais sur le plan national, ce qu'on peut dire, c'est que ça va bien jusqu'à 2 ans, ça va à peu près bien jusqu'à 6 ans, et après, pour les grands enfants et pour les jeunes adultes, ça se dégrade de manière générale et sur certaines vaccins particuliers comme la coqueluche ou comme l'hépatite B. Donc, et il y a encore des enfants qui meurent de maladies qui pourraient être évitées s'ils étaient vaccinés, docteur Franceschini? Alors fort heureusement, c'est devenu exceptionnel, mais il est vrai que ce n'est pas encore totalement éliminé. Il y a encore des décès qui surviennent par certaines maladies infectieuses parce que l'enfant n'a pas été vacciné. Alors ça, c'est quelle maladie par exemple? Ça Essentiellement donc la rougeole et la coqueluche. D'accord. Ça, c'est les vaccins à réaliser en priorité. La rougeole, la coqueluche, c'est quand on est enfant, c'est vraiment les vaccins à faire obligatoirement. Alors il faut également citer les pneumocoques chez les enfants, et puis un peu moins prioritairement les méningocoques. Mais effectivement, ce sont en gros, si on voulait simplifier, il y a 2 types de vaccins, et pas d'un côté les obligatoires et de l'autre côté les recommandés, comme les gens se fixent trop là-dessus. En gros, il y a les vaccins qui existent, qui sont commercialisés, et puis de l'autre côté, il y a les vaccins qui sont recommandés par les autorités sanitaires en fonction de critères de santé publique, en fonction d'intérêts de santé publique. Et parmi les vaccins recommandés, il y en a 3 qui sont obligatoires: diphtérie, tétanos, polio, pour des raisons historiques et culturelles. Mais au fond, c'est ce qu'on appelle le DTP, c'est ça. Le DTP. Mais au fond, les vaccins les plus importants, c'est ceux qu'a dit notre confrère, la rougeole, la coqueluche, le pneumocoque. Ça, ce sont des vaccins importants. L'hépatite B, une grande cause de mortalité en France due à l'hépatite B. Et puis chez les personnes âgées, la grippe. Il faut citer enfin l'HPV, le papillomavirus. Et pour compléter ce que disait le professeur Broucky, les vaccins protègent contre les maladies infectieuses, c'est certain, mais on a au moins 2 vaccins qui protègent également contre des cancers, l'hépatite B et le papillomavirus qui protège contre le cancer du col de l'utérus. Et ça, c'est extraordinaire comme innovation thérapeutique. Alors, juste pour le HPV, on va y revenir, mais c'est un vaccin qu'on préconise depuis quelques années. Et là, aujourd'hui, on le préconise pour des jeunes filles à partir de 12 ans, c'est ça à peu près? 11 ans. 11 ans. 11 ans. D'accord, donc ça peut éviter justement un cancer du col de l'utérus. À la condition que les jeunes filles qui ont été vaccinées n'oublieront pas, lorsqu'elles auront 25 ans, de faire des frottis de dépistage. C'est l'association du frottis de dépistage et de la vaccination qui permettra de faire qu'il y ait moins de femmes en France qui meurent du cancer du col de l'utérus. Il ne faut absolument pas que les jeunes filles qui se vaccinent oublient ensuite de faire le frottis. Alors, à quel âge se faire vacciner? On en a parlé. Dès le plus jeune âge, ça commence à partir de combien de jours? Effectivement, l'intérêt de la vaccination, c'est d'être la plus précoce possible. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la coqueluche. Effectivement, c'est le petit nourrisson est très vulnérable par rapport à ça, parce que la coqueluche est encore endémique chez les parents. Et donc, les parents qui ont pu être vaccinés étant jeunes ne sont plus maintenant protégés contre la maladie, sauf que la coqueluche prend des aspects tout à fait atypiques pour lesquels le diagnostic n'est pas forcément évident. C'est un adulte qui tousse depuis 10, 15 jours, 3 semaines, qu'on traite comme ci, comme ça, qui se traite en automédication et qui en fait est porteur d'une coqueluche. Et le nourrisson, cette maladie est très très grave chez le nourrisson en dessous de 3 mois. Donc à ce moment-là, il peut contaminer son bébé et là, ça peut être dramatique. Donc ça, c'est quelque chose d'important justement. C'est bien de vacciner les tout petits, mais aussi les adultes parce qu'on peut contaminer justement les très jeunes. Et la coqueluche pose exactement le même problème chez les petits que chez les adultes. Actuellement, la couverture coqueluche est faible, trop faible.
Et donc, comme on vient de le dire, la coqueluche arrive aussi chez les adultes. Mais quand ces adultes sont hospitalisés, eh bien naturellement, on fait mal le diagnostic et on contamine le personnel. Et on assiste à des petites épidémies de coqueluches maintenant dans le personnel hospitalier. Donc c'est quelque chose, bien sûr, la coqueluche est un problème important. Et d'ailleurs, les personnels de santé doivent te faire vacciner pour la coqueluche spécifiquement. Alors, c'est d'ailleurs un des axes de la simplification de la nouveauté de 2013. C'est qu'en fait, à tous les rendez-vous vaccinaux des petits, des adolescents et à 25 ans, on recommande d'associer à diphtérie, tétanos, polio la coqueluche. Avant, on ne le faisait pas à l'âge de 6 ans. Là, on va le faire à l'âge de 6 ans. Avant, on le faisait plus ou moins pas très bien chez les jeunes adultes de 20 ans ou de 25 ans. Là, il faudra l'associer lors du rappel de 25 ans, une fois dans sa vie d'adulte. Donc une des modifications cette année en 2013, c'est de la coqueluche à tous les rendez-vous jusqu'à 25 ans. Parce que c'est ce qui n'est pas évident parfois quand on est parent, c'est savoir quand faire le rappel, quand ne pas le faire. Et là, le calendrier vaccinal a changé, donc ça va être un petit peu plus simple. Absolument. Le calendrier vaccinal jusqu'à présent, même s'il était maîtrisé par les médecins, n'était pas forcément par les familles. Et lorsque, par exemple, des patients prenaient rendez-vous à mon cabinet pour faire un rappel, si je n'avais pas fait mon ordonnance préalable, ils vont se fier au carnet de santé et ils vont tendance à prendre le nom du dernier vaccin fait pour m'amener le vaccin à faire et qui n'était pas forcément le bon. Là, ça sera beaucoup plus simple. Ils regarderont le carnet de santé et ils sauront que le rappel à faire, c'est celui qui est inscrit et il n'y aura plus les erreurs que je rencontre encore régulièrement, comme j'en ai encore eu cette semaine. Alors avant de continuer, je vous propose de regarder un reportage. Nous sommes rendus dans le service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Nord de Marseille et nous avons rencontré Fanny et on a parlé vaccins. Regardez. Il faut des rappels ou pas C'est tous les 3 ans. Donc là, le dernier, c'était en 2006, il n'est plus à jour. Voilà. 200 pays dans le monde participent à la semaine de la vaccination en ce moment. Avant de partir en voyage cet été, Fanny vient faire un point à l'hôpital Nord de Marseille sur les vaccinations recommandées. Pour un séjour de courte durée, c'est le seul vaccin qui est recommandé, l'hépatite A, à moins que pendant votre voyage, vous ne serez pas en contact particulièrement fréquent avec des animaux sauvages ou autres. Non. Je suis venue passer une consultation donc, au MIT, aux maladies infectieuses, parce que je pars à Bali 3 semaines au mois de juin. C'est un voyage touristique, on part avec une amie en mode sac à dos. Et donc on sait que quand on part à l'étranger, forcément il faut faire des vaccinations. Tout dépend de la destination. Et donc là, pour Bali, apparemment, il fallait que je fasse l'hépatite A, que je viens de faire. Voilà. En plus du vaccin contre l'hépatite A, Fanny devra se protéger contre les piqûres de moustiques et prendre un traitement contre le paludisme. Il y a les consultations des voyageurs, donc c'est-à-dire les gens qui partent en voyage et qui nécessitent un certain nombre de vaccinations spécifiques à leur voyage. Généralement, on en profite pour mettre à jour leurs vaccinations si elles ne sont pas à jour. Et on a la possibilité de les vacciner pour toutes les maladies pour lesquelles le vaccin existe. Comme elle travaille dans un laboratoire, Fanny doit être à jour de ses vaccins. Tout est bon, sauf la typhoïde. Pendant cette semaine, les médecins expliquent le nouveau calendrier vaccinal mis en place cette année. Moins d'injections pour les nourrissons et les enfants et des rendez-vous à âge fixe pour les adultes à 25, 45 et 65 ans, plus facile à mémoriser. Alors on vient de l'entendre, dans le nouveau calendrier vaccinal, donc il y a moins d'injections, c'est ça, c'est-à-dire beaucoup moins qu'avant, ça veut dire combien? Alors jusqu'à 16-18 ans, jusqu'à présent, on faisait 7 injections pour la série diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. Et là, on va faire 2 injections en moins. Donc dans la primo-vaccination, on commence à 2 mois, 4 mois et 11 mois. Et c'est donc une injection en moins et on supprime le rappel qu'il y avait à 16-18 ans. Donc pour les jeunes, ça fait 2 injections en moins, ce qui est pas mal. Hein. Et puis pour les adultes, c'est également une grande nouveauté. Le rappel n'a plus lieu tous les 10 ans mais tous les 20 ans. Et pour faciliter, comme vous l'avez dit dans le reportage, la mémorisation, on le fait à âge fixe, c'est-à-dire à 25 ans, à 45 ans, à 65 ans. Et puis au-delà de 65 ans, avec la grippe, on vaccine tous les 10 ans. D'accord, donc ça, du coup, c'est le message que vous faites passer depuis cette année. C'est un petit peu plus simple pour les nourrissons, les choses sont plus claires. Absolument, là, les enfants, mais les parents aussi seront les plus heureux de voir des injections en moins à faire, puisqu'on en faisait à 2 mois, à 3 mois, à 4 mois. Là, on fera à 2 mois, à 4 mois, 11 mois, et puis après, on passera à 6 ans. Enfin, il y aura d'autres vaccins à 1 an contre la rougeole et contre l'hépatite B. C'est toujours mal vécu, ça, chez les enfants, les vaccins? Ils pleurent quand même souvent. Mais bon, ça dure pas. Ils appréhendent, ils pleurent un peu.
Mais bon, il faut Surtout le les faire. plus grands. Justement, pourquoi on les fait, ces vaccins, on en a parlé pas mal, mais la rougeole, par exemple, il y a eu une épidémie, c'était il y a quelques années dans la région, importante, parce que justement, on n'était pas assez vaccinés, c'est ça? Oui, la rougeole, comme la coqueluche, comme ces vaccinations un peu plus tardives, posent des problèmes un peu différents, vraisemblablement d'oubli en fait, tout simplement. C'est-à-dire on oublie de faire les rappels. En pratique, une grande partie des gens qui ne sont pas bien couverts contre la rougeole n'étaient pas bien couverts simplement parce qu'ils n'avaient pas la deuxième injection contre la rougeole. Ça met en lumière le fait que le seul carnet de vaccination actuel est un carnet papier et que, bien entendu, au fur et à mesure des années, on commence à le mettre dans les placards, on l'oublie. Et donc, l'arrivée d'un carnet de vaccination électronique est probablement une nouveauté. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui existe. Ça s'appelle mesvaccins.net. Donc, on peut faire son propre carnet de vaccination sur mesvaccins.net. Et effectivement, le petit système vous rappelle systématiquement quand vous avez des vaccinations à refaire avec votre médecin traitant. Donc, c'est quelque chose, une grande nouveauté pour pouvoir effectivement faire des rappels vaccinaux. Didier Seller, justement, ce carnet électronique, est-ce que ça va se démocratiser? Là, aujourd'hui, on sait qu'il y a aussi un problème d'éducation un peu au vaccin. C'est une histoire un peu culturelle aussi. C'est vrai. Alors, c'est vrai que le carnet électronique de mesvaccins.net est riche de perspectives, mais ça ne va pas se faire simplement. Il faut que les gens adhèrent au concept et l'utilisent. Juste pour dire pour vos spectateurs qu'une fois qu'on a créé le carnet, on peut s'éditer, si les vaccins ont été validés par un docteur, son propre certificat de vaccination pour aller au sport, pour faire des activités parascolaires, sans repasser par la case médecin. Ça, c'est quand même bien. Et puis, on le partage avec le professionnel que l'on veut. Et on a une aide à la décision également pour le médecin comme pour le patient dans les vaccins qu'il faut faire. Mais vous avez raison de dire que la vaccination, c'est pas qu'une affaire de médecin, c'est pas qu'une affaire de docteur. L'enjeu de la vaccination, c'est d'abord un enjeu collectif. Oui, on se protège pas uniquement soi-même, mais aussi les autres. On protège les autres, parce qu'il n'y a aucun médicament, et donc il n'y a aucun vaccin qui n'est efficace à 100%. Et donc on peut, malheureusement, c'est rare, mais on peut être vacciné et pas être protégé, et puis il y a des gens qui ne sont pas vaccinés. Et donc quand on a atteint un nombre de gens sur un territoire, sur Marseille, sur la France, sur la Provence, suffisamment vaccinés, eh bien ça va avoir un impact en termes de sécurité collective. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, la vaccination, c'est aussi une histoire de culture. Cette année, c'est l'année de la culture à Marseille et en Provence. Et c'est un petit clin d'œil médical sur cette année de la culture parce que la vaccination, ça nous concerne tous. C'est pas simplement une préoccupation individuelle et c'est quelque chose qu'on partage. Et c'est pour ça que la vaccination, c'est un enjeu stratégique à la fois sur le long terme et sur la collectivité. Il y a quand même encore beaucoup de personnes qui sont contre les vaccins. Est-ce que au niveau des parents, les parents d'enfants, ça se passe quand même plutôt bien? C'est après que ça se complique, c'est plutôt à l'âge adulte? Dire qu'ils sont contre, c'est peut-être pas tout à fait exact, mais c'est vrai qu'il y a encore certaines réticences pour certains vaccins, et notamment la vaccination contre l'hépatite B, qui est, pas un drame, mais quand même bien regrettable, parce que c'est vrai que c'est une maladie, comme on l'a évoqué, qui peut être très grave, et que si un petit nourrisson contracte une hépatite B, ça peut être dramatique pour lui. Il est dommage qu'il y ait encore des campagnes contre ce vaccin, qui est tout à fait inoffensif et qui est important. Didier Seller en parlera mieux que moi en termes d'épidémiologie, parce que l'hépatite B est encore un fléau en France. Justement, quels sont les risques? Est-ce que c'est ces risques qui peuvent faire peur aux personnes? Le problème de l'hépatite B, c'est qu'actuellement, environ 1500 personnes chaque année meurent de l'hépatite B. Donc il n'y a pas autant de personnes qui meurent du vaccin de l'hépatite B. Donc il faut bien voir que ce vaccin est très efficace et qu'actuellement on meurt de l'hépatite B. Et que si ces 1500 personnes en France avaient été vaccinées pour l'hépatite B, ils ne seraient certainement pas morts. Donc vraiment le vaccin est efficace et il y a de gros efforts à faire en termes de couverture hépatite B. Et quand on parlait de collectivité et d'enjeux collectifs, là, il faut que chacun, à son niveau, que ce soit les médecins, les parents, les écoles, les journalistes également, finalement balayent devant leur porte. Parce que en France, finalement, notre population et notre communauté médicale est très massivement favorable à la vaccination. Et les gens, et c'est leur droit, qui sont contre, sont une toute petite minorité. Alors pourquoi on est si peu vaccinés finalement? On n'est pas si peu, c'est pas si catastrophique que ça. C'est préoccupant, mais on est très très loin de la catastrophe. Ce qu'il faut dire, c'est que le poids des 3-4% des Français qui sont contre la vaccination n'est pas du tout représentatif dans les médias. C'est-à-dire que ceux qui sont 2-3-4%, on a parfois l'impression qu'ils représentent dans les médias audiovisuels ou dans les médias électroniques la majorité de gens qui s'expriment. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas.
Oui, j'avais lu 81% des personnes interrogées en avril 2011 y étaient globalement favorables au vaccin. Ça, Absolument. Par ailleurs, heureusement, on a une bonne nouvelle quand même, c'est que pour l'hépatite B, grâce à la technologie du vaccin qui comprend 6 maladies vaccinales pour les bébés, ce qu'on appelle un vaccin hexavalent, la couverture vaccinale des enfants à l'âge de 2 ans a bondi en 4 ans, elle est passée de 25% à 80%. Donc ça, c'est une excellente nouvelle qui fait que peut-être dans 10 ans, ce problème sera derrière nous. Alors, je vous propose d'écouter la patiente que nous avons rencontrée, qui a plusieurs questions à propos des vaccins. Regardez. Suite à une vaccination, a eu le syndrome de Guillain-Barré. Donc c'est un syndrome, c'est pas gravissime parce que lui, par chance, il a pas de séquelles trop importantes, mais ça passe quand même par une paralysie de tous les membres. Assez progressive, donc il y a une hospitalisation. Puis lui, il a eu une forme atypique, donc ils ont eu du mal à trouver le syndrome, de mettre un diagnostic sur le syndrome. Et donc, suite à ça, c'est vrai que je ne suis pas forcément trop pour la vaccination. Et puis après, je sais qu'il y a pas mal d'adjuvants dans les vaccins. Et je ne sais pas si c'est très bénéfique. Il y a les sels d'aluminium, je crois. Enfin bon, après, je ne suis pas trop au top dessus. Mais c'est vrai que de manière générale, je ne suis pas trop pour la vaccination. Voilà. Alors, que répondre justement aux personnes qui ont peur du vaccin? Est-ce qu'il y a des composés dangereux, justement? Est-ce qu'il y a des effets secondaires dans les vaccins aujourd'hui? Je pense que le professeur Banquier est mieux passé que moi pour répondre à cette question, parce qu'en fait, c'est peut-être plus dans son service que ça va se passer que dans mon cabinet. Banquier, alors. Oui ou non, ces craintes en fait sont infondées. En fait, ce sont des craintes qui sont tout à fait légitimes, mais elles sont infondées. En ce qui concerne le syndrome de Guillain-Barré, qui a été effectivement vu après des épisodes de vaccination, notamment antigrippale, la dernière pandémie nous a apporté effectivement de grands renseignements, puisque quand on a fait les comptes à la fin, il y avait plus de syndrome de Guillain-Barré chez les gens qui avaient eu la grippe que chez les gens qui avaient été vaccinés. Donc en fait, le syndrome de Guillain-Barré est en partie lié à un certain nombre de micro-organismes, dont la grippe peut en être un. Et donc le syndrome de Guillain-Barré n'est pas rattaché directement à la vaccination. D'accord. C'est très important de parler de la sécurité du vaccin, parce que les gens ont du mal à comprendre les différences d'échelle. Les vaccins qui s'adressent à des gens en bonne santé pour ne pas devenir malades, leur niveau de sécurité, si on parle des effets secondaires très graves, c'est 1 sur 1 million à 3 millions de doses. Si vous prenez, tout le monde a acheté, sans demander l'avis du docteur, de l'anti-inflammatoire, du paracétamol à la pharmacie. Ce sont des très bons médicaments, l'ibuprofène par exemple, ou le paracétamol, des très très bons médicaments, très sûrs. Mais si on compare les effets secondaires graves de ces simples médicaments que tout le monde utilise avec n'importe quel vaccin commercialisé, on est sur des échelles totalement différentes. C'est que c'est beaucoup plus dangereux de prendre un anti-inflammatoire non stéroïdien ou du paracétamol que d'être vacciné. Et c'est beaucoup plus dangereux de prendre l'avion pour aller en Afrique ou aux États-Unis que d'être vacciné. Et c'est ça le rapport des choses. Le vaccin est un médicament et un outil d'un niveau de sécurité extraordinaire. Donc il n'y a pas forcément de risque à être trop vacciné. Disons que si on a un doute, il vaut mieux se faire vacciner si on n'est pas au courant. Oui, tout à fait. Quand on pose la question, est-ce que je dois faire une sérologie avant de me faire revacciner? Quand c'est possible, bien sûr, mais quand c'est pas possible, c'est pas grave. En pratique, il n'y a jamais eu d'accident vaccinal en faisant des doses en plus. Donc, quand il y a un doute, effectivement, il vaut mieux se faire revacciner. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir ces vaccins à jour, justement? Ça signifie quoi? Respecter ce calendrier parce que si on ne fait pas les rappels, le vaccin n'est pas actif. Absolument. Effectivement, être avec sa vaccination à jour, c'est avoir respecté ce calendrier, avoir respecté les dates, mais en sachant effectivement qu'il y a une certaine souplesse par rapport aux dates de rappel et que ce n'est pas parce qu'on a passé la date prévue initialement qu'on doit tout recommencer. On va, comme on dit, reprendre la vaccination là où on l'a arrêtée. D'accord, il n'y a pas forcément besoin parce que souvent les parents appréhendent et me disent « Ah, mais il va falloir que je recommence tout ». Non, on ne recommence pas, on reprend là où on s'est arrêté tout simplement. Un mot sur le prix des vaccins. Combien coûte la vaccination? Je crois que la plupart des vaccins qui sont mentionnés dans le calendrier vaccinal sont gratuits, c'est ça? C'est-à-dire qu'ils font... par exemple, le vaccin contre la rougeole est remboursé à 100%, donc il est gratuit. Alors les autres sont remboursés selon les tarifs de sécurité sociale avec les mutuelles, et donc ce n'est pas une charge financière très importante, loin de là.
Alors, 65%, c'est le taux de remboursement habituel des vaccins. Ce qu'il faut savoir, c'est sur le plan global. Quand on regarde tous les vaccins qui sont remboursés par la Sécurité sociale en France, c'est une dépense pour l'assurance maladie qui est de l'ordre de 500 à 600 millions d'euros chaque année, c'est-à-dire absolument rien dans le budget des 20 à 30 milliards d'euros de remboursement de médicaments sur l'ensemble des remboursements des frais de santé qui sont autour de 190 milliards d'euros. Donc, même si on arrive à améliorer les couvertures vaccinales, ce qu'on va espérer grâce à sa simplification du carnet, ça va nous coûter pas très très cher. Alors, quand on parle de cette simplification du carnet vaccinal, vous formez aussi les médecins, c'est ça, à mieux informer, parce que parfois aussi le message passe pas super bien non plus de la part de certains professionnels, donc ça va permettre aussi d'avoir un message plus clair. Oui, c'est vrai que, en gros, quand on a son docteur qui est tout à fait adhérent au principe de la vaccination, eh ben, ses patients se vaccinent. Les gens font confiance, et c'est une très bonne chose, à leurs médecins. Et donc, il y a le rôle de l'université pour former les médecins quand ils font leurs études. Et puis, il y a le rôle de la formation continue dans lequel l'université est bien entendu impliquée, et dans lequel nous, notre centre également s'implique pour rappeler aux confrères qui sont sur le terrain, en première ligne, et qui font beaucoup de choses, les fondamentaux en matière de vaccination et ce à quoi il faut penser. Ce qui n'est pas simple parce qu'en France, quand on va voir son docteur, c'est qu'on est malade. Et quand on est malade, on prend des médicaments ou on n'en prend pas pour se soigner, des médicaments curatifs. Et là, on ne pense pas à la prévention. On n'a pas la culture de la prévention dans notre pays. Et c'est ça qui est un des obstacles à la meilleure qualité de la vaccination. Et on a peut-être aussi, on oublie facilement peut-être les épidémies. On a l'impression qu'aujourd'hui, on est peut-être plus invincible qu'avant. Absolument, la vaccination est victime de son succès. On l'a vu avec cette formidable épidémie de rougeole pendant 3 ans. Les gens avaient oublié le prix à payer de l'absence de vaccination. Il y a 15 jours, j'étais à Lyon. La une du Progrès de Lyon, c'était une jeune étudiante de 20 ans qui était morte d'une méningite à méningo-C. Et quand nous, on était jeunes, du temps de nos parents, de grands-parents, ça n'arrivait pas. Les médias ne faisaient jamais la une sur la mort d'un bébé, d'une rougeole, d'une méningite à pneumocoque, etc. Et donc, on n'avait pas la même sensibilité, on n'avait pas la même épidémiologie de terrain qui permettait de dire qu'il y avait beaucoup de morts de rougeole, par exemple, avant la vaccination, et surtout beaucoup d'enfants qui restaient handicapés à vie. Et tout le monde sait ce que ça représente, un enfant dans un fauteuil roulant avec un poumon, etc., un poumon artificiel. Et donc, la vaccination a permis d'éradiquer ces problèmes-là. Et la mémoire, par contre, elle s'efface petit à petit. La mémoire des épidémies s'efface. On est à la toute fin de l'émission. Peut-être un dernier mot pour sensibiliser peut-être davantage les parents à la vaccination pour leurs petits. Oui, simplement qu'ils n'appréhendent pas tous ces vaccins que l'on fait chez un tout petit bébé qui vient d'avoir 2 mois. Plus on fait de vaccins en même temps, meilleure est l'immunité. La réponse immunitaire des enfants est de très meilleure qualité lorsqu'on le vaccine tôt. On permet d'avoir une meilleure observance dans le suivi et la prise en charge de la vaccination. Donc il ne faut vraiment pas que les parents appréhendent d'amener leur bébé chez le pédiatre pour qu'il soit vacciné dès l'âge de 2 mois. Professeur Mbrouki ? Oui, je pense que c'est à nous tous collectivement effectivement de faire des efforts pour avoir un bon niveau de couverture vaccinale. Et là-dedans, je pense que l'ensemble des médecins doivent participer à cet effort en essayant de convaincre leurs patients, qu'ils soient hospitaliers d'ailleurs ou qu'ils soient médecins libéraux, de l'importance et de la nécessité de la vaccination. Didier Seller ? De l'éducation, de l'information, du dialogue et de la confiance. C'est comme ça qu'on s'en sortira. On peut donner aussi un site internet donc pour plus d'informations sur la semaine européenne de la vaccination. C'est le www.semaine-vaccination.fr. Il s'affiche sur votre écran. Voilà, merci à tous les 3 d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire et poser vos questions à l'adresse qui s'affiche, c'est lasanté@lcm.fr ou sur les réseaux sociaux en tapant C'est la santé. Très belle journée à tous, à bientôt.